bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Etchemin Télé, semaine du 11 mai. Ça sent l'été, même si on est au printemps. Alors, on commence cette semaine avec notre journaliste Luc Duchesne qui discute avec Jean-Pierre Naud, président directeur général du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins. Allons voir son entretien. Je suis en présence de Jean-Pierre Naud, qui est président-directeur général du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins. Monsieur Naud, lorsque l'on parle d'énergie de biomasse, pour nos spectateurs, qu'est-ce que ça veut dire en jargon simplifié, disons, là? Simplifié, en fait, l'énergie biomasse, c'est tiré à partir d'une matière qui s'appelle de la biomasse locale, du bois, en fait. Souvent, ça va être pris à partir de bois qui sont sans valeur, sans preneur, qui ont vraiment de disponibilité localement partout dans les régions du Québec. Et là, les volumes sont quand même impressionnants. On parle de 14 millions, entre 14 et 15 millions de tonnes annuellement disponibles autour de nos clochers d'église. Mm-hmm. Qui est quand même très impressionnant, en effet. Et là, vous faites des conférences, justement, à travers les villes. Et d'ailleurs, vous en avez fait une récemment à la MRC d'Etchemin pour parler, parce qu'il y a quand même de ce que vous avez mentionné, il y a un potentiel pour cette énergie-là. À long terme, à quoi ça pourrait ressembler? Quels seraient les bienfaits pour cette nouvelle énergie-là? En fait, c'est revenir comme il y a 3 ou 4 générations où principalement l'énergie, on utilisait du bois comme source d'énergie locale. Mais aujourd'hui, ça s'est disparu graduellement. Puis de façon générale, la ruralité est devenue pas mal, je dirais, dépendante d'organisations ou de monopoles, même au niveau autonomie alimentaire et énergétique. Donc, l'idée dans tout ça, c'est de revenir un peu en arrière, mais de façon moderne, avec des technologies modernes pour produire notre énergie de façon, dans des circuits courts, de façon locale. Okay. Parce qu'il y a énormément de professions émergentes qui vont se développer à partir de ces sources d'énergie-là, ces matières-là qui sont locales. Okay. Ouais. Et la biomasse, on parle principalement de déchets qui sont réutilisés directement. Vous parlez depuis le début d'une ressource qui est renouvelable. Pour les gens qui nous écoutent, comment elle est traitée? Parce que j'imagine qu'avec les années qui continuent, le public veut avoir une assurance, surtout pour les générations futures à long terme. Qu'est-ce que ça pourrait nous aider pour les générations futures d'ailleurs? Exactement. En fait, pour ce qui est de l'utilisation, de la valorisation d'une ressource qui est présentement non valorisée, c'est qu'on met en place des circuits courts. L'autonomie énergétique, c'est vraiment une grande préoccupation. Mm-hmm. Puis, dans le contexte mondial actuel, géopolitique, on s'entend que présentement, un exemple, le Québec, c'est tout près de 10 milliards d'achats d'énergie fossile qui rentrent au Québec. Puis, de l'autre côté, on a un gaspille de 14 millions de tonnes, un peu plus, d'énergie locale ou de matière locale qui pourrait être valorisée en énergie. Donc, ces matières-là, tout simplement, ils sont transformés en petites plaquettes de bois, un peu comme tout le monde connaît sûrement le granule, mais le granule, en fait, c'est du bois qui est conditionné, qui est transformé en granule pour produire de l'énergie chauffage. Mm-hmm. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, présentement, il y a quand même beaucoup de transports d'huile puis de propane qui font des grandes distances pour aller alimenter en énergie des églises. Un exemple en Abitibi, Gaspésie, Côte-Nord. Puis on a de la matière qui est enfouie autour dans ces MRC-là. Donc, notre rôle, le centre d'expertise, c'est la revitalisation rurale, mais à partir des ressources qui sont présentement non valorisées. C'est un peu notre mission, là. C'est de réveiller un peu
d'allumer un peu les gens sur le gaspillage présentement, parce que je vous dirais qu'on ne mesure pas ça, là, mais il y a des territoires que, un exemple, il y a un camion qui vient livrer de l'huile à chauffage pour l'église, puis à quelques kilomètres de l'église, on enfouit de la biomasse. Puis dans le village voisin, il y a une église qui est alimentée en énergie, en chauffage par l'électricité. Puis il y a de la biomasse qui est enfouie pas très loin de cette église-là aussi. Puis on manque d'électricité au Québec. Donc, il y a 1003 villages ruraux du Québec qui ont moins de 10 000 habitants. Puis ils ont tous des volumes de biomasse impressionnants autour des villages. Mhm. Et on parlait hors d'onde que vous avez quand même été quelqu'un qui a travaillé sur le terrain. Là, vous connaissez le sujet et vous avez rencontré des citoyens justement pour parler de ce service-là. Quels sont les principaux mythes que vous avez l'habitude d'essayer de démentir principalement, parce que là, de ce que je comprends, les gens semblent encore un peu, pas sur leur garde, mais peut-être bien dans leurs bottes avec les anciennes méthodes. Qu'est-ce qu'il faut que vous leur donniez comme argument lorsque vous avez ce genre de discussion-là avec ces citoyens-là? Ben, une des questions, des interrogations que les gens nous posent, c'est qu'ils croient qu'on va raser des forêts complètes pour chauffer le cœur du village, puis chauffer notre serre locale, puis etc. Mais c'est pas du tout ça. Finalement, il y a tellement de matière résiduelle qui présentement est non valorisée. Là, 14-15 millions de tonnes, je reviens là-dessus, ça pourrait chauffer 3,4 millions de maisons. Bon, l'autre préoccupation des gens, c'est les particules fines. Parce que, de façon générale, les grands médias, ça nous vient des grands centres. Puis souvent, on a des interdictions à cause des particules fines de chauffer les poêles au bois. Donc, les gens font des associations entre particules fines, bois, chauffage, etc. Lorsqu'on est dans des systèmes automatisés de génération d'aujourd'hui, c'est tous des équipements qui contrôlent la combustion en temps réel tout le temps. Puis les émissions des particules fines, nous, au centre d'expertise, c'est tellement minime que c'est impressionnant. Puis le centre d'expertise, son rôle, c'est justement de rassurer les gens. C'est un centre de démonstration où les élus, les gens, les citoyens, puis les jeunes peuvent venir voir le fonctionnement, l'opération d'un équipement du genre. Puis là, il faut comprendre que nous, la clientèle qu'on vise au niveau du centre d'expertise, notre mission, c'est vraiment un peu comme démocratiser, sécuriser, démystifier, puis transmettre du savoir-faire à nos régions rurales pour qu'ils deviennent le plus possible autonomes au niveau énergétique. Mm-hmm. Et je remarque aussi que, tu sais, on a jasé au début de l'entrevue, avant l'entrevue, que ça, vous avez été bûcheron dans le passé. Et là, vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans le domaine. Est-ce que le jeune vous aurait eu des inquiétudes et que le nouveau vous, excusez-moi, je fais de la mise en situation, mais aurait compris la situation, ou bien il a fallu que vous ayez comme une certaine connaissance pour comprendre le processus d'un centre de biomasse? En fait, c'est sûr et certain que la méconnaissance, c'est l'insécurité. L'insécurité, ça nous crée des freins parce que on manque, ça nous rend insécures puis on manque de connaissances. Donc, moi, dans mon cas, c'est sûr que mon premier emploi, ça a été bûcheron à quelques endroits. Puis ensuite, j'ai acheté une entreprise de réparation de machinerie forestière, etc. Puis, depuis 15 ans, j'ai laissé mon entreprise à mon plus vieux, puis je suis devenu comme un commissaire au développement durable sur le territoire de
sur mon territoire. Mhm. Puis, ce qu'on a regardé, c'est comment on peut revenir en arrière, OK, pour devenir le plus possible autonome, puis revitaliser la ruralité qui a perdu graduellement la transformation de ce qu'elle produit. Mhm. Donc, il y a 3-4 générations, la plupart des régions rurales étaient autonomes, transformaient leur production, que ce soit du lait en beurre, en fromage, etc. Puis l'énergie était produite aussi localement. Donc, c'est de revenir comme en arrière, mais sécuriser la prise de décision. Puis moi, ben, je me suis déplacé, je suis allé en Europe voir comment ils font. Puis pourquoi qu'un exemple, ça nous a aidé beaucoup à mieux comprendre pourquoi un pays comme l'Autriche, qui a 9 100 000 habitants, exactement comme le Québec, puis le Québec a 1 700 000 km², puis l'Autriche a 83 000 km², puis eux ont 2 500 chaufferies locales de villages, puis la technologie qu'ils ont développée, ben, ça fait déjà 25-30 ans, 40 ans même qu'ils sont là-dedans, ben, ça commence à rentrer tranquillement en Amérique. Mhm. Donc, on est loin. Il faut sécuriser les prises de décision. Il faut convaincre les gens de revenir à la proximité, à l'autonomie. Puis, c'est notre rôle. Ouais. Et au niveau des emplois, est-ce que c'est quelque chose qui a un gros débouché, là? Si on pense principalement, parce que je sais que vous travaillez sur un projet présentement avec la MRC d'Etchemin, est-ce que c'est quelque chose qui peut être très bon économiquement et écologiquement parlant? Exactement. Ben, finalement, je vais vous parler de écologiquement. C'est que au Québec, c'est 43% des GES sont émis par le transport. Là, lorsqu'on parle de GES émis par le transport, vous pensez que combien on en produit de GES pour aller porter du propane, puis du mazout, un exemple, dans les régions éloignées du Québec. Là. Donc ça, c'est impressionnant. Puis, au niveau économique, au niveau emploi, ben, c'est toute une chaîne de connaissances, de savoir-faire qui va se développer exactement comme en Autriche. Puis, que ce soit ingénieur, technicien en opération de ces systèmes-là, il commence à avoir des fabricants de chaudières automatisées qui s'installent au Québec. Mhm. Donc, il y a toute une chaîne de savoir-faire puis de connaissances qui est en développement présentement au Québec. OK. Mais il faut se rappeler que la matière première qui s'appelle biomasse, c'est une matière qui appartient aux régions. Mhm. Okay? Ce n'est pas les centres-villes, ce n'est pas les centres-villes des grandes villes, la biomasse. C'est l'ensemble des régions du Québec. Les régions du Québec sont en mesure vraiment de participer à la comment je dirais ça, au défi de l'énergie du Québec avec leurs propres ressources. Donc ça, là, c'est beaucoup d'emplois puis, qui s'en viennent, qui vont être exclusifs pour nos jeunes en milieu rural. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des villes en particulier qui sont intéressées par ce projet de biomasse-là dans la MRC Etchemin? En fait, il y a Saint-Magloire, ouais, on est allé justement il n'y a pas si longtemps faire une présentation à la ville parce que eux, éventuellement, ils vont ouvrir leur rue prochainement pour le réseau d'aqueduc et d'égouts. Mhm. Puis, comme en Europe, il y a des villages complets qui sont chauffés par une centrale à la biomasse qui est gérée par des coopératives forestières, par des petits entrepreneurs locaux. Donc, ces gens-là, c'est eux qui produisent, qui fournissent la biomasse à partir de la matière première, à partir de leurs résidus, bois, qui souvent ne savent pas quoi en faire puis qui est non valorisé. Donc, ils vendent l'énergie aux citoyens, aux municipalités via des compteurs d'énergie. Donc, je suis allé en Autriche justement au début du mois de janvier, puis on a eu beaucoup de rencontres avec
avec des villes, universités, etc. Puis, je vous dirais qu'il y a énormément d'intérêt de l'Autriche de nous accompagner dans le développement de la filière biomasse au Québec. D'accord. Monsieur No, c'est tout le temps qu'on avait pour cette entrevue. Je vous remercie beaucoup. Si jamais on souhaite en savoir plus sur les centres de biomasse ou même sur cette énergie-là, est-ce qu'il y a un site Internet où on pourrait aller voir toute l'information? Oui, il y a le site expertisebiomasse.com. Il y a beaucoup d'informations. Puis, c'est important de vous rappeler que le centre d'expertise, c'est un centre de démonstration. Donc, il y a les équipements en place qui produisent l'énergie, qui chauffent des bâtiments autour. Puis, c'est un centre aussi d'apprentissage pour apprendre à produire le combustible de la bonne façon. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir visiter, aucun problème, parce qu'on reçoit des groupes chaque semaine au centre d'expertise. C'est notre rôle, la démocratisation de la connaissance. Puis, donc, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Il y a de l'intérêt. Ben, tant mieux. Et si jamais on souhaite vous contacter personnellement, peut-être pour vous poser des questions par rapport à peut-être simplement si jamais il y a des questions qui n'ont pas été survolées dans cette entrevue-là, est-ce qu'il y a un courriel auquel on peut vous rejoindre ou via les médias sociaux? Je ne sais pas de votre côté, là. Oui, c'est ça. Ben, il y a un Facebook expertisebiomasse.com. Il y a aussi sur LinkedIn. Puis on peut nous rejoindre à info@commercialexpertisebiomasse.com et ou par téléphone au 418-284-2770. De 6 h le matin à 8 h le soir, je réponds. Donc, aucun problème. Bon, ben un gros merci, M. No, pour votre temps. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-André, je commence avec une question. Ah oui? Oui, as-tu déjà profité, toi, bénéficié du programme Emploi d'été Canada? Ça m'est jamais arrivé, mais j'avais déjà géré... Ah ouais, tu as déjà géré quelqu'un qui était là grâce à ça. Moi, j'ai eu ça. Moi, dans le temps, ça s'est appelé Emploi carrière été, Emploi étudiant été. En tout cas, c'est Emploi et développement social du Canada qui offre à chaque année des emplois pour permettre l'acquisition de compétences pour les jeunes de 16 à 30 ans. Génial. Et heureuse nouvelle, Etchemin Télé a été choisi cette année. On a eu la bonne nouvelle. Donc, on aura un étudiant, un étudiant ou un jeune qui n'est pas aux études, mais qui est en début de carrière. Parce que c'est 16 à... 30 ans. 30 ans, puis il n'y a pas le critère obligatoire d'être aux études. Okay. Donc, c'est une belle ouverture parce qu'on sort des études parfois, Marie-André, puis on n'a peut-être pas encore la chance de travailler directement dans son domaine d'études. Donc, belle occasion. Donc, on remercie Emploi et développement social du Canada, le gouvernement du Canada et vous tous qui payez des impôts, des taxes pour nous permettre d'avoir un jeune cette année qui va occuper cet emploi-là comme 175 000 autres au Canada. Quand même! Oui, donc c'est ça. On parle de plus jeunes maintenant, des petits entrepreneurs. Oui. Tu as ton entreprise, toi, de chandelles. Oui, puis j'ai ma petite entrepreneur à la maison qui veut m'aider. Léa? Oui, ça sème des idées, ça, dans leur tête. Ouais. Puis l'autre, Tom, lui, doit être plus vendeur. Ah, oui. Il est bon dans le PR. Oui, avec sa belle petite face. Oui, tandis que là, elle est méthodique. Hein? Oui, elle va coller les petites... c'est ça, les enfants, il faut les impliquer. Il ne faut pas avoir peur de les impliquer. Oui. Hein? Donc, c'est ça. On a une très bonne idée depuis quelques années au Québec, la grande journée des petits entrepreneurs, 13e édition, le 6 juin. Donc, c'est ta journée et on peut s'inscrire dans un marché près de chez toi via la SADC. Et on va sur le site web sadcbe.qc.ca. Donc, une belle activité. On parle aussi d'investissement. Pour se rendre à la grande journée des petits entrepreneurs, il faut avoir des routes. En effet. Et on a annoncé le ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulain, qui se trouve aussi être député de Beau-Sud, a dévoilé les grandes lignes des investissements routiers en compagnie, entre autres, de Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse. Députée de Bellechasse qui comprend, entre autres, la MRC des Aides-Chemins. Donc, on a fait cette annonce-là. Au total, 640 millions de dollars seront investis dans les infrastructures de transport dans la grande région Chaudière-Appalaches. Les travaux prévus dans la MRC des Aides-Chemins, on parle entre autres de programmes d'intervention sur les ponceaux,
À Sainte-Justine, on va pouvoir avoir des sous pour réparer le pont P15-285 sur la route 204 au-dessus de la rivière Dakam. Dakam, en tout cas, vous me corrigerez. Saint-Benjamin, on va avoir de l'argent pour reconstruire de la route 275 à partir de la rivière Famine sur 1 kilomètre vers le nord. Donc, c'est des investissements quand même importants pour nos infrastructures routières. J'ai encore un peu de temps, ma chère. T'es-tu un amateur de football, toi? Oui. T'as-tu joué? J'ai pas joué. J'étais cheerleader. Oui, mais tu pourrais jouer. Ouais. Jamais trop tard pour bien faire. Oui, j'ai joué à l'école. Au secondaire, il y avait une équipe de football, donc on n'avait pas le choix. Dans le cours d'éducation physique, on en faisait. Et est-ce qu'on jouait à la version flag du football? On jouait les deux. OK. Et du contact? Oh oui. OK, parce que là, flag football... Oui. Parce que le flag football, c'est une version du football, mais avec des petits foulards. Puis à place de plaquer les gens, on tire le foulard. Et on a toute une équipe à l'école secondaire des aides-chemins. Les juvéniles D4 sont championnes. Rien de moins. Bravo les filles. Donc, les joueuses ont tout donné sur leur terrain et repartent avec le titre. On souligne l'esprit d'équipe, la détermination et la passion qui étaient au rendez-vous. Bravo pour cette performance exceptionnelle qui fait rayonner l'équipe et l'école. Donc, c'est ça. Ils participaient au tournoi Blizzard Flag Football du 18 avril. Et on dit merci aux entraîneurs pour le soutien et l'engagement. Merci aussi aux parents. Nos parents qui... C'est un investissement de temps et d'argent, souvent. Et on finit ça avec une belle phrase qui dit « Continuez de viser haut, ce n'est que le début. » Oh, c'est beau, ça. Ça fait penser à la chanson de Jacques Michel. Non, Stéphane Venn. C'est fini, la c'est chanson rien sur l'Académie qui ont repris. Oui, mais il y avait M. Venn qui avait écrit ça. Stéphane Venn, comme moi. Ah, ben écoute. C'était lui qui avait fait le thème de la campagne du Parti québécois en 1976. Chante-nous donc ça. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Là, je rappelle des souvenirs à certains. Et j'ai acquis une pièce de collection, ma chère. Ah ouais? 2. Je suis dans une bonne séquence parce qu'on a déjà parlé de mon amour de la collection. Ouais. Tu connais mon intérêt pour la politique, pour l'histoire du Québec. Là, j'ai eu un don. On m'a donné une biographie de René Lévesque signée de sa main. Mon Dieu. Et là, j'ai fait une nouvelle acquisition hier à distance. OK. Parce que là, le gars qui m'a donné le livre de René Lévesque, il patauge dans ce domaine-là. Et là, il m'a trouvé une affiche originale de la campagne électorale de 1976, madame. Wow! Puis elle est quasiment neuve. Ça n'a pas été mis sur un poteau dehors. Ah non? Ah, non, wow! Non. Ah ouais, j'ai ça. Ça a coûté... dénicher ça. Ça a coûté quelques sous. En amour, on ne compte pas. Oui. Quand on collectionne, on ne compte pas. Exactement. Donc, on passe du garage maintenant. MPSF à Lac-Etchemin qui a eu un beau prix dans le cadre du défi Ose entreprendre. Donc, son lauréat du volet local dans la catégorie service aux entreprises. Donc, bravo à cette entreprise-là. Entre autres, Maxime et sa conjointe Sabrina ont lancé leur projet entrepreneurial depuis déjà un bon moment. Ils ont finalement décidé de se lancer et exploitent maintenant un garage à Lac-Etchemin. On ne soulignera jamais assez l'importance d'avoir des services de proximité, entre autres des garages, parce que oui, on peut vouloir faire du télétravail, on peut vouloir faire du transport en commun, mais on a encore besoin de garages pour réparer nos voitures. Donc, on mentionne ces lauréats du prix du défi Ose entreprendre. L'entreprise se distingue par l'accessibilité de ses services, mais également par son approche humaine. Lors de notre visite, nous avons rapidement constaté que chaque client est écouté, compris et pris en charge avec attention. Donc, bravo à ces lauréats du volet local, Garage MPSF, et bon succès pour la suite. C'est important, ça. Parfait, Je te parle du rapport annuel de la MRC des aides-chemins. Évidemment, les institutions publiques ont à présenter des rapports. C'est le cas aussi. Nous, on n'est pas un organisme public, mais on est un organisme communautaire. À peu près pareil. On dépose à chaque année un rapport annuel aussi. Donc, je cite Mme Judith Leblond, directrice générale de la MRC, qui a dit « Lorsqu'on débute la rédaction de notre rapport annuel, on réalise tout ce qui s'est passé en une année et croyez-moi, il s'en est passé des choses en 2025. » Donc, évidemment, il y a eu des élections municipales.
Ouais. Ça change la donne, parce qu'une MRC, on sait que c'est composé d'un conseil des maires. Donc, il y en a qui sont là, il y en a qui ne se représentent pas, il y en a qui perdent leurs élections. Donc, il y a des nouveaux gens autour de la table. Et on a procédé à l'élection d'un nouveau préfet, Christian Chabot, et c'est Rachel Goupil qui agit maintenant comme préfète suppléante. Aussi, on avait ciblé, on revient sur les objectifs de l'année, nous avions ciblé la mise en place de processus d'accueil pour les nouveaux élus, leur permettant une familiarisation Pas facile, hein, ce mot-là? rapide avec les rôles et les mandats de la MRC. Ouais. Il y a un guide d'accueil qui a été créé, regorgeant des informations pertinentes sur le rôle d'élu, l'historique de la MRC, les services offerts et les principaux dossiers travaillés. Cet outil, on mentionne, qui a été fort apprécié par les nouveaux maires et mairesses. On s'est doté aussi en 2025 d'un nouveau cadre d'intervention pour la vitalisation du territoire. Elle est la MRC des Aides-Chemins, la première au Québec à adopter son cadre d'intervention. C'est un document par lequel la MRC cible ses différents enjeux et identifie ses priorités d'intervention pour favoriser la vitalité de son territoire sur les plans économiques, culturels, social et environnemental. Donc, on parle aussi dans ce guide-là, dans ce cadre-là, des modalités d'attribution des sommes qui lui sont déléguées dans le cadre du FRR pour soutenir des projets. Aussi, on mentionne au niveau de l'aménagement du territoire que la rédaction du plan climat a débuté et au niveau du développement local et régional, on souligne entre autres un total de 1,3 million de dollars en soutien financier qui a été attribué par le service de développement économique. On mentionne également le gala de reconnaissance qui a mis en lumière les efforts des entrepreneurs et on a aussi développé plusieurs initiatives d'attractivité. Si le goût vous prenait de lire le rapport, sachez qu'il est présent sur le mrc-etchemin.qc.ca. Et bien d'autres nouvelles Oui. de ce territoire sur Oui. le site qu'on vient de mentionner. Merci à vous, Ben, à vous, Monsieur Stéphane. Je le vous vois Rien de maintenant. moins. Elle me vous voit maintenant. Merci, Madame Marie-André. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé et on se dit à la semaine prochaine.